Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité physique chimie. Donc, enfin de retour sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Donc, on va conclure comme ça sur la mécanique qui est prévue pour le bac. Et donc, on va s'intéresser ici dans cette vidéo à l'étude du mouvement d'un corps, donc d'un objet, qui est dans un champ uniforme, alors, dans un champ planétaire uniforme, plus précisément. Et donc, dans une prochaine vidéo, on fera le cas du champ électrique uniforme, parce que ça, vous allez voir, c'est une vidéo où on va faire beaucoup de maths, donc vous prévenez tout de suite, il faut que vous soyez à l'aise avec tout ce qui concerne dérivés et primitifs. Voilà. Par ailleurs, avant que la vidéo commence, je vous souhaite bonne année, que vous ayez une bonne réussite, que tout roule pour vous, voilà. Parce que du coup, je sais pas quand la vidéo sortira, là, j'attends avant 2020. Je suis encore en 2022 quand je tourne, mais je sais pas si j'ai sorti en 2022 ou en 2024, puisque j'attends le 31 décembre. Bon, fermeture de la parenthèse, donc on va s'intéresser ici, revenons à la physique, donc ici, on va s'intéresser au mouvement d'un corps au sein d'un champ uniforme, plus précisément champ planétaire uniforme, mais déjà avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un champ planétaire uniforme. Ensuite, on va faire l'étude du mouvement d'un objet au sein d'un champ de planétaire uniforme, et puis ensuite, on verra les aspects énergétiques de cela. Sur ce donc, c'est parti mon clic. Alors tout d'abord, on va vous dire, mais c'est quoi un champ uniforme? Et même pour commencer, c'est quoi un champ? Alors, pour rappel, donc ça a été vu en première, mais je préfère vous le expliquer parce qu'il y en a certains qui n'ont pas fait le chapitre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ? Un champ, c'est tout bête, mais en fait, c'est un ensemble des vecteurs, C'est l'ensemble des vecteurs, et donc, c'est plus précisément la représentation de l'ensemble des vecteurs dans un espace donné, Donc, genre, par exemple, ici, vous avez un champ, par exemple, qui est créé par un proton, qui est un champ de vecteurs ici, qui a cette forme-là, comme vous pouvez le voir sur ma petite photo. Bon, on peut créer un champ autour d'un proton, par exemple, pour l'atome, mais à l'échelle, par exemple, plus globale, par exemple, à l'échelle de la Terre, là, on a un champ dû à la Terre, on a un champ de gravitation dû à notre planète, Bravo. Ici, on va le considérer comme uniforme, notre champ, à partir du moment où, tout simplement, tous les vecteurs, en tout point de l'espace, ils auront même direction, même sens, même norme. Bon, alors vous allez vous dire, mais du coup, si vous êtes un peu malin, le champ planétaire, vous allez vous dire, mais il varie sur l'altitude. Oui, c'est vrai qu'il varie sur l'altitude. Donc, le considérer comme uniforme sur l'ensemble de notre planète, c'est un peu compliqué. En revanche, sur une faible altitude, ou sur une faible variation d'altitude, genre 10 mètres, par exemple, sur quelques dizaines de mètres, et là, par contre, le champ de planétaire, on peut le considérer comme uniforme, Et donc ici, vous allez voir dans ce chapitre-là, on va beaucoup utiliser sur des champs uniformes ici, mais des champs uniformes de planétaire assez faibles. Enfin, sur l'altitude assez faible, genre une dizaine de mètres peut-être. Une fois que le cadre est posé, donc on va s'intéresser maintenant à l'étude du mouvement d'un système qui est dans un champ planétaire uniforme. Donc, pour ce faire, c'est très simple, on va considérer qu'on va lancer un objet, donc un objet d'une masse m, à une certaine vitesse v0 et suivant un angle alpha avec l'origine, comme vous pouvez voir sur mon petit schéma. Ainsi donc, premièrement, d'après la seconde loi de Newton, vous savez que la somme des forces appliquées à votre système, c'est la masse fois son accélération. Ce qui signifie donc qu'on a la chose suivante. On aura somme des forces extérieures égale masse fois accélération, et comme on est dans un champ planétaire uniforme, la seule force qui s'applique, c'est le poids. Donc, somme des forces extérieures, c'est égal donc au poids. Somme des forces extérieures égale au poids, donc ça veut dire on a masse fois accélération qui est égal au poids. Et le poids, par définition, c'est également masse fois intensité planétaire. Donc, du coup, conclusion, on a accélération est égale intensité planétaire. Voilà, parce que du coup, à chaque fois, la masse que l'on prend pour le poids ou la somme des forces, c'est la masse du système. Donc c'est exactement la même masse, donc on peut diviser par la masse des deux côtés de l'égalité, et on a bien accélération égale intensité planétaire. C'est pour ça que d'ailleurs l'intensité planétaire petit g, parfois certains profs des UT appellent ça accélération de la planétaire, parce qu'en fait c'est une accélération, tout simplement. Et donc ça a la même unité qu'une accélération d'ailleurs, si vous l'avez bien remarqué. Alors, maintenant, donc, si on veut les coordonnées de ce vecteur accélération, on va tout simplement se projeter, on va projeter les vecteurs dans un axe, sur un axe vertical ascendant. Si je projette les vecteurs sur un axe vertical ascendant, donc, qu'est-ce qui va se passer? Le poids, vous vous souvenez qu'il est tout simplement vertical vers le bas, Comme P est égal à M fois G, du coup, ça veut dire que l'intensité planétaire petit g, il est également collinéaire au poids, puisque la masse est positive. Donc, il est collinéaire au poids et de même sens que le poids. Ainsi, donc, petit g, l'intensité planétaire, il va être également orienté verticalement vers le bas. Vous. Ce qui veut donc dire que si je veux les coordonnées de mon vecteur accélération, l'accélération sur l'axe OX, elle est nulle. L'accélération sur l'axe OY, donc, elle vaut moins g, parce que là, g, il descend, il va vers le bas, tandis que le repère, il va vers le haut, l'axe OY.
Et enfin, donc, l'accélération selon l'axe OZ, et bah, elle est nulle. Ok, elle vaut 0. Maintenant, donc, vous savez également que normalement, bah, l'accélération par définition, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, si je veux remonter à la vitesse, et bah, je vais donc faire l'opération inverse de la dérivée, c'est-à-dire primitive. Alors, petit point mathématique, on va focus 3 secondes. Bon, pour les dérivés, je pense que vous avez l'habitude de savoir comment on dérive. Pour faire une primitive, donc, je vais vous donner 3 formules qu'on sert très souvent en physique pour faire des primitives. Petite chose, encore une fois, je rappelle, en physique chimie, nous, quand on va travailler avec des fonctions, on va travailler avec des fonctions du temps. Donc, la variable, ça va être t et pas x, premièrement. Deuxièmement, je vais vous donner 3 formules qui vont nous servir très souvent pour les primitives. Par exemple, primitive de 0, ce sera égal à une constante, ok? C'est-à-dire que quand vous dérivez une constante, clairement, vous allez obtenir 0. C'est pour ça, donc, primitive de constante, ça fait 0. Enfin, primitive de 0, pardon, ça fait une constante. Ok? Deuxième chose, si vous voulez chercher la primitive d'une constante, ok? Ça sera donc égal à la chose suivante, ça sera égal à, tout simplement, la constante fois t, ok? Fois la variable t, plus une autre constante, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez dériver votre c fois la variable fois plus une constante, vous allez faire c fois la dérivée de la variable. Donc ici, la dérivée de la variable, ce sera t, c fois la dérivée de t, donc ce sera c fois 1, plus dérivée de la constante, ça fera 0. Donc du coup, on obtiendra c. Et enfin, troisième chose qu'il faut savoir, c'est dérivé c'est primitif plutôt. Donc de la chose suivante, de t puissance n, ok? Primitif de t puissance n, ce sera égal à quoi? Ce sera tout simplement égal à 1 divisé par n plus 1, donc fois t puissance n plus 1, ok? Donc là, vous faites 1 divisé par la puissance de t à la puissance supérieure, n plus 1, et après, vous multipliez ça par t puissance n plus 1, ok? De sorte à ce que quand vous allez dériver, du coup, vous obtenez t puissance n. Bon, voilà, fermeture de la parenthèse mathématique, on revient sur la physique chimie, ok? Après, bon, là, c'est les formules de base qu'on sert en physique chimie. S'il y en a d'autres qu'on sert au cours du temps, je vous les redonnerai, ok? Je les redonnerai et vous pourrez consulter les vidéos de mathématiques qui vont vous aider aussi là-dessus. Bon, alors, revenons. Donc, on a dit que la vitesse, si on voulait revenir à la vitesse depuis l'accélération, il faut primitiver. Donc, ainsi, on va obtenir la chose suivante. Donc, on va obtenir que la vitesse, donc, ses coordonnées, selon l'axe OX, c'est tout simplement égal à une constante 1. La vitesse selon l'axe OY, c'est égal à moins gt plus une constante 2. Et la vitesse selon l'axe OZ, c'est égal à une constante numéro 3. Pour déterminer la valeur de ces constantes, on va donc se placer aux conditions initiales. Et donc, à l'instant t égale 0. Ok? Donc, à l'instant t égale 0, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la vitesse, on lance donc notre jet à une certaine vitesse v0 suivant un angle alpha. Ok? C'est ça qui se passe à l'instant t égale 0. Donc, ainsi, on va pouvoir déterminer comme ça. Là, on va faire un petit peu de trigo, les amis. On va donc pouvoir déterminer via les formules de trigonométrie classique, donc vous mettez le petit schéma, la vitesse Vx et la vitesse Vy. Alors du coup, on va prendre le cosinus de l'angle alpha, et donc cosinus de l'angle alpha, je peux dire que c'est tout simplement égal à Vx sur V0. Donc ici, si je veux Vx, je dis que dans ce cas, c'est V0 cosinus alpha, ok? Et après, pour chercher Vy, là, ça a été la même chose, hein, l'angle alpha que vous avez en bas, vous l'avez aussi en haut, ok? C'est ce que je vous ai représenté sur ce schéma. Donc ici, si vous voulez la vitesse verticale, Vy, vous direz que d'abord c'est sinus, puisque là on a côté adjacent, on a côté opposé, et ensuite l'hypoténuse, pardon. Donc vous direz que c'est sinus de alpha qui est égal tout simplement Vy sur V0. Ainsi donc, Vy c'est quoi? C'est V0 sinus alpha, ok? Ainsi, donc, en réinjectant, on trouve que les constantes 1, c'est égal à V0 cosinus alpha, et constante 2, c'est V0 sinus alpha. Ok? Ainsi, donc, en réinjectant, on obtient les équations suivantes. Donc, on obtient que la vitesse, les coordonnées, c'est la chose suivante. C'est Vx égale V0 cosinus alpha, Vy égale moins gt plus V0 sinus alpha. Et après, donc, la vitesse sur l'axe Z, du coup, elle est nulle. Elle vaut 0. Dernier élément, maintenant, vous savez que la vitesse, par définition, c'est égal à la dérivée donc de la position par rapport au temps. Donc, si je veux remonter à la position, là, vous avez compris le principe, ça fait la même chose. Je vais donc tout simplement primitiver, ok? Je vais donc tout simplement primitiver, ou aussi, parlons d'intégrer. Donc, du coup, ça a donné quoi? Ça a donné que la position x de notre système est égale à h, quoi. Et donc, ce sera tout simplement V0 cosinus alpha t plus une constante 4. Ensuite, ce sera moins pour la position y de notre système. Donc, ce sera moins 1,5
gt carré plus v0 sinus alpha t plus une constante 5. Et après, pour la position z de notre système, ça sera égal à une constante 6. Après, pareil, pour trouver la valeur de mes constantes, et je me place à instant t égale 0. Instant t égale 0, qu'est-ce qui se passe pour la position du système? On a dit que l'objet donc est lancé avec une vitesse v0. Et donc là, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais on part de l'origine, ok? Comme c'est bien noté sur le schéma. Donc ainsi, les coordonnées du système au départ, c'est 0, 0, 0. Donc, du coup, on tient que constante 3, enfin constante 4, constante 5, constante 6, ces trois constantes, elles sont nulles. Donc, en réinjectant dans les équations horaires, on obtient que x est égal v0 cosinus alpha t, x est égal v0 cosinus alpha t, y c'est égal moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t, et donc z la position nulle. Alors, du coup, conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, déjà dans le premier temps, ce qu'on peut constater, que ce soit accélération, que ce soit pour la vitesse, que ce soit pour la position, à chaque fois, donc, on trouve que la cote, elle est nulle, ok? L'attitude, elle est nulle. Ce qui signifie ici que le mouvement, il va être plan et que très souvent, on va l'étudier en 2 dimensions. Première chose. Ensuite, deuxième des choses qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que là, ce qu'on a mis en place, les trois équations que nous avons mis en place, donc pour les coordonnées de l'accélération, de la vitesse ou la position, ça c'est ce qu'on appelle des équations horaires aussi, ok? Et donc ça, il faut être capable de les remettre en place. Parce que justement, mettre en place ces équations horaires va nous permettre par la suite de déterminer ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Alors l'équation de la trajectoire, elle va nous rendre compte en fait de la position de notre système, non pas au cours du temps, mais de la position du système, donc tout simplement en fonction de l'attitude concernée, ok? Donc concrètement, si je veux le dire plus simplement, ça nous permet de savoir tout simplement à quelle attitude, donc au bout de combien de mètres parcourus en abscisse, et notre objet là, il va retomber au sol, ok? Il va retomber à 0 mètre, ok? C'est ça un peu l'idée. Après, donc on peut retrouver le temps qu'il faudra pour y arriver, en connaissant la vitesse et ainsi de suite. Bon, alors ici donc, pour déterminer cette équation de trajectoire, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le premier temps, on va prendre l'équation horaire la plus simple. Donc, on va prendre x, ok? Et en fait, on va isoler la variable t. Vous savez que x, c'est égal à v0 cosinus alpha t. Donc, conclusion, si je veux la valeur de t, vous dites que c'est égal à x divisé par v0 cosinus alpha. Ok? Jusqu'à là, d'accord. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la valeur de t, on va la réinjecter dans la seconde équation qui paraît un peu plus compliquée. Donc, dans le y. Et ainsi, donc, dans le y, vous savez que y de t, parce que oui, x, y, z, en fait, c'est des fonctions, ok? Donc, on peut dire x de t, y de t, z de t. Donc, du coup, y de t, vous savez que c'est moins 1 demi gt carré plus v0 cosinus alpha t. Donc, du coup, si je réinjecte la variable t que j'ai trouvée tout à l'heure, 1 demi, donc, la chose suivante, gt carré, donc ici, moins 1 demi fois g fois, donc, x divisé par v0 cosinus alpha, le tout au carré, plus, donc ici, v0, plus la chose suivante, donc ici, on avait v0 sinus alpha t, donc ici, plus v0 sinus alpha, et je multiplie par x divisé par v0 cosinus alpha t. Ensuite, comment je vais simplifier ça? Le carré que j'ai, donc qui encadre x divisé par v0 cosinus alpha, il va aller au numérateur, il va aller au dénominateur. Donc, j'aurai moins 1 demi, ou bien tout simplement moins g divisé par la chose suivante. Donc, divisé par v0 cosinus alpha, le tout au carré, ok, fois 2, plus multiplié par x au carré, plus tout simplement, alors là, on aura les v0 qui vont simplifier. Donc, on va avoir donc tangente, cosinus, sinus sur cosinus, ça fait tangente, ok. Donc, on aura tangente alpha fois x, ok. Et donc là, on a l'équation de notre trajectoire qui, comme vous pouvez le voir, ressemble et donc à la lueur d'une expression d'une fonction du second degré, ok. Donc c'est pour ça que j'ai isolé un peu le x pour que vous puissiez voir. Et en effet, là, on est en présence d'une trajectoire parabolique, ok, quand on constate la mise en place des équations. Également, dernière chose qu'il faut savoir aussi, donc l'aspect énergétique de tout ça, c'est qu'en fait, lorsqu'on est dans un champ périmétrique uniforme, donc ça, vous l'avez vu l'année dernière, mais du coup, les frottements sont négligeables. Qui dit frottement négligeable, qui dit on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit quoi? Que la variation de l'énergie cinétique d'un point A à un point B est égale à la somme des travaux des forces de notre système, premièrement. Et donc, du coup, conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de notre déplacement d'un point A à un point B, celui d'un champ périmétrique uniforme,
Et bah, tout simplement, notre l'énergie cinétique, elle va varier, ok. Mais l'énergie mécanique, par contre, en revanche, comme les frottements sont négligeables, et bah, l'énergie mécanique va être conservée, ok. Et ainsi, donc, on aura comme ça une variation d'énergie cinétique qui pourra être transférée, enfin, convertie plutôt, en énergie potentielle de Planck et réciproquement, ok. Et ainsi, donc, le théorème de l'énergie cinétique, vous allez le voir dans ce chapitre-là, mais on va le réutiliser pour faire des calculs de vitesse, des calculs d'attitude. Mais là, j'en dis pas plus, ok. Là, pour le coup, ça fera l'objet de vraies vidéos d'exercice. Voilà. Et pour le théorème de l'énergie cinétique, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aussi revoir la vidéo que j'ai faite l'année dernière dans le thème numéro 3, l'énergie, conversion et transfert. Ok. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Là, je pense que je vous ai assez blindé comme ça. Donc, bah, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et voilà, c'est toi en mathématiques et en sciences.